Bonjour Léo et bienvenue dans The Essence of Sport. Salut Maël. Je sais que tu es un compétiteur de précision, que tu es rapide sur le terrain et que tu es également quelqu'un qui a un mental d'acier. Alors, est-ce que tu es prêt pour l'aventure des 5 sens? Parti. Attends, c'est où? Alors, Est-ce que tu je reconnais? connais très bien ce goût, hein. Ouais, bien sûr, c'est une pâte de fruits avec du sucre autour. Alors la saveur, je dirais pomme, non? Eh ben, tu sais que je me sens bête, mais je te l'ai donné sans regarder. Du coup, est-ce que c'est toutes les mêmes? Fruits rouges. Fruits rouges. Ok. Bon, bah, j'ai pas un bon goût, mais en tous les cas, je sais que voilà, la pâte de fruits, c'est ce que je prends quand je suis en compétition ou à l'entraînement, quand il y a des gros matchs, pour garder plein d'énergie et ne pas avoir de coup de pompe. J'en mange pas dans les autres moments de ma vie. Ça me rappelle le dépassement de moi-même. Et en plus, j'aime bien tout ce qui est sucré. Je suis plus sucré que salé. Donc vraiment, ça me rapporte du réconfort et de l'énergie pour le reste du match ou de l'entraînement. Quand tu m'as donné toutes les idées possibles en goût, tu m'as mentionné que ça te redonnait un coup de sucre au cerveau pour prendre les meilleures décisions. Mmh. Je me suis aperçue qu'on parle des muscles en sport. Le cerveau est un muscle et le badminton, c'est quelque chose de stratégique. Donc, est-ce Ouais. que tu peux m'en dire plus? Quand les matchs durent et que c'est de plus en plus intense, ce qui fait perdre le match, c'est quand on est moins bien physiquement et aussi quand on fait pas les bons choix en fin de match. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont prouvé que quand le cerveau cherche à produire de l'énergie et du coup à bien se concentrer, il a besoin de sucre. Et bah, c'est pour ça que cette dose de sucre, elle est apportée entre les points ou les pauses, qu'il y a une pause à 11 au bad et à 21. Donc il y a deux pauses dans le set. Et c'est à ces moments-là qu'on va boire de l'eau et qu'on prend aussi une pâte de fruits ou quelque chose à manger pour redonner du sucre au cerveau. Est-ce que tu prêtes, toi, attention aux points pendant le match? Où est-ce que tu en es dans ton match? Alors, il faudrait ne pas trop prendre en compte le score parce que ça éviterait de se tendre en fin de match ou de la pression du score. Mais c'est dur de s'en détacher quand même parce que quand on sent qu'on arrive à la fin du match ou qu'on va faire une grosse performance, on va battre des joueurs mieux classés, tout ça, plus on arrive proche de ce moment-là et plus on a tendance à se tendre. Et inversement, si jamais on est loin au score, on se dit ah il leur reste plus que 2 points à marquer, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un peu du recul par rapport au score, mais c'est quand même compliqué. Donc c'est une préparation mentale qu'il faut avoir avant le match pour imaginer tous les scénarios possibles, pour se sortir des impasses que les adversaires dans lesquelles ils nous mènent. Et comment est-ce que tu gères justement quand tu vois que, par exemple, tu es mené ou que c'est serré? Moi je joue en double, donc avec mon partenaire, on va surtout communiquer sur ce qu'on sait bien faire et sur les choses sur lesquelles on est confiant. Je prends pas un exemple, lui il est gaucher, moi je suis droitier et on est assez complémentaires quand on est les deux coups droits sur l'extérieur du terrain et qu'on arrive et qu'on met la pression de notre côté. Et ça, on se le rappelle quand les autres nous malmènent un peu et que dès le début d'échange, on essaye de se retrouver dans cette disposition-là pour mettre de la pression sur l'adversaire. Ouais. Donc voilà, ça nous aide parfois à revenir dans les matchs et à nous sentir bien. En fait, quand on est en confiance, ça va, mais c'est vrai que quand on est derrière au score et qu'on tourne moins bien ensemble, là, c'est là qu'il faut communiquer le plus souvent. Tu dis que lui, il est gaucher, toi, tu es droitier et que vous complétez. Est-ce que c'est également une force et pour votre équipe et pour déstabiliser les personnes en face de vous, vos adversaires, que d'avoir un droitier et un gaucher? Je pense que c'est plus lui qui va les déstabiliser dans le sens où il est gaucher, parce que ça arrive moins souvent qu'il y ait des gauchers sur le terrain. Mais du coup, on essaye de jouer avec ça et le mettre toujours dans la bonne position où les adversaires vont penser que c'est un revers qui va y aller. Et en fait, non, c'est son coup droit, donc il va mettre plus de pression sur les adversaires. Donc, ouais, voilà. Et toi, pendant un match, pendant une compétition, comment est-ce que tu gères la pression? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? C'est une bonne question. C'est vraiment compliqué. Je pense que le stress, c'est tout le monde là quand il y a des moments importants où qu'il faut être performant à un instant T. Je pense que la préparation du match
en se remémorant les points clés où on est fort, donc en retrouvant de la confiance en nous, mais que ce soit personnellement sur mes points forts à moi ou notre père avec Éloi. Je pense que c'est ça à chaque fois qui nous met dans les bonnes dispositions, mais on aime bien aussi jouer avec l'instinct et sans forcément se prendre la tête sur pas mal de points précis. On est plus à y aller ensemble et à assumer les petites erreurs qu'on va faire et souvent c'est dans ces moments-là où on joue le mieux parce on est assez relax par rapport à tout ça et on prend un peu du recul sans être stressé en fait. Je me demandais justement comment se prépare toute la communication par rapport à quand tu joues en simple? Comment c'est une tactique quand tu es en simple versus comme vous, où vous êtes en double? Alors le simple c'est très différent du double parce que c'est plus un jeu sur le grand terrain donc durer dans l'échange, faire un peu les 4 points à l'adversaire, jouer les zones, tout ça. Alors qu'en double, c'est plus du jeu rapide où il faut avoir des bonnes trajectoires, bouger ensemble avec son partenaire. C'est un peu de la danse sur le terrain parce que si on va au même endroit tous les deux, on va se rentrer dedans et ça va moins bien tourner. Et ouais, je dirais la tactique prédominante, c'est d'être le plus haut possible dans le court parce que c'est là où on va réussir à laisser moins de temps aux adversaires et voilà, leur mettre un peu le couteau sous la gorge directement dans l'échange. Après, c'est vrai que quand les adversaires arrivent à agrandir le terrain et à enlever cette pression qu'on met, là c'est un peu plus compliqué, mais on a des stratégies différentes en fonction de comment ça se passe. Et on essaye de encore plus avancer après. Est-ce que tu as une préférence entre le badminton en simple ou en double? J'ai fait du simple jusqu'à mes 20 ans. J'étais à l'INSEP, je suis rentré en structure, j'avais 15 ans. Je me suis entraîné 5-6 ans à haut niveau en simple et je me suis blessé à la hanche et je me suis redirigé sur un projet de double. Donc maintenant, je dirais que je préfère le double, mais de pas beaucoup parce que le simple vraiment, ça me rappelle des très bons souvenirs, des bonnes victoires et tout ça. Et moi, j'aime bien tout ce qui est le dépassement de soi physiquement. Et quand je faisais des très gros matchs en simple, je sortais du match, j'étais un peu rincé et j'avais un sentiment de bien-être après le match, surtout quand j'avais gagné. Je le retrouve un peu moins en double. Les points sont plus rapides, ça se joue en moins de coups de raquette, donc je crois que la moyenne c'est 6-7 coups de raquette par point. C'est beaucoup plus tactique dans le sens où tu vas jouer à cet endroit-là pour attendre ce retour-là et tu sais de piéger l'adversaire. En simple, c'est un peu plus tu joues l'échange et tu attends un peu la faute. Maintenant, c'est vrai qu'en performant en double, c'est vraiment sympa quand tu arrives à partager des bons moments avec ton partenaire et puis là, on est meilleur classement qu'on n'a jamais eu, donc c'est super. Alors là, c'est un grip. C'est un grip que tu déroules comme ça et que tu mets sur ta raquette pour jouer. Alors, moi, je mets pas un grip, je mets un surgrip, ça s'appelle. Donc, c'est un peu plus fin, mais bon, ça ressemble quand même vachement. Et tu le mets sur ton manche, donc voilà, ici, là. Tu le colles comme ça, hop. Après, je pourrais le faire en gardant le bandeau sur les yeux. Tu le colles et tu l'enroules comme ça jusqu'au bout. Et ouais, c'est sûr que quand je mets le grip, c'est quand même plaisant à tenir parce que tu sens que ta raquette, elle est prête au combat. Et c'est vraiment une sensation que j'aime bien parce que ça colle à la main, mais c'est assez doux. C'est un ressenti que j'aime bien. Quand est-ce que tu as eu ta première raquette et quelle est ton histoire avec le badminton? Alors, j'ai tenu une raquette quand j'avais 2 ans, mais je jouais pas encore au bad dans le jardin chez moi. Mais non, la première raquette que j'ai eue pour jouer vraiment, c'était vers 3-4 ans quand j'ai commencé le bad à jouer un peu dans les gymnases. J'ai commencé à Tahiti. Mes parents, ils ont créé avec des potes à eux la fédération tahitienne de badminton. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors au début, je jouais, vu que j'étais tout petit, j'avais pas besoin d'un terrain entier. Et je jouais entre les terrains avec un gros pneu avec une barre en fer. Donc c'était les poteaux, je mettais 2 poteaux comme ça et avec un vieux fil tendu et je jouais avec un mec de mon âge, un pote quand j'avais 4-5 ans et ça prenait pas trop de place comme ça et je m'amusais vachement. Et après, bah, plus tu grandis et plus tu intègres les terrains et je jouais avec mes parents, avec mes frères. Donc c'est vrai que tout le monde en a déjà fait dans la famille et c'est ça qui était vraiment convivial parce que tu passais un bon moment et vraiment je me régalais quoi. Après j'ai fait d'autres sports, hein, j'ai pas que fait du badminton, mais les meilleurs moments passés même avec ma famille ou des potes, c'est au bad. Du coup, tu as habité à Tahiti? Ouais, j'ai habité 8 ans. Donc mes parents ils ont été mutés pour le travail là-bas pendant 4 ans et ils ont fait 2 contrats de 4 ans.
Donc j'y suis allé de 2 ans à 6 ans. Après je suis revenu dans le sud de la France, là où je suis né. Je suis né à Grasse. Donc de 6 à 9 j'étais sur la Côte d'Azur et après de 9 à 13 je suis reparti à Tahiti. Après quand je suis revenu dans le sud, je suis allé à Strasbourg en pôle France Jeune. C'est là où j'ai commencé vraiment le haut niveau et que je suis rentré en structure avec la PD de BAD. Et après en 2017, 17 ans, je suis rentré à l'INSEP et là ça fait voilà 8 ans que je suis ici. Quelle est ta force en badminton, ton petit truc à toi? Ma force, je dirais que je pense que c'est un point physique parce que j'ai un bon physique par rapport, comparé aux autres, une explosivité qui est assez importante et je pense que du coup c'est ce point-là, l'explosivité, on va dire le premier pas qui va être très rapide et ça je pense que je me démarque un peu par rapport aux autres, et et voilà. C'est ça qui fait un peu mon plus, je pense. Je reviens sur, la famille, Ouais. puisque tu as mentionné que le sport, c'est une affaire, une histoire de famille, Mmh. dans ton cas. J'ai eu de nombreux sportifs, justement, qui avaient des frères, des sœurs, des parents qui faisaient ce sport-là avant, en même temps, peu importe. Ouais. Comment c'est de partager, la passion du sport, justement, avec les membres de sa famille? Comment est-ce que toi, tu le vis? Je le vis très bien. Mon père, il faisait du handball et du cyclisme à très bon niveau et ma mère, elle a fait du haut niveau en volley-ball. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a des parallèles qu'on peut trouver, où, par exemple, dans la gestion de l'équipe, par exemple, ma mère, elle me parle un peu comment ça fonctionnait avec son équipe de volley. Et il y a des points où je me retrouve avec mon partenaire. Et donc ils peuvent m'aider dans pas mal d'endroits. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas fait du badminton à haut niveau, donc chaque sport a ses spécificités et il y a des fois où bah voilà, je vois un prépa mental, les prépas physiques qui sont spé bad et c'est vrai que c'est aussi important de les écouter. Mais c'est vrai que la famille forcément ça joue un rôle important dans l'évolution de soi et la progression. Tu me parles donc d'un, coach mental. Je sais que tu as des rendez-vous de kiné, donc quelle est ta journée? On a l'entraînement de bad l'échauffement commence vers 9h30 le matin et on commence la séance à 10h à peu près. On finit à midi. Après, j'ai 1 heure de muscu, donc de midi à 13h. Et ensuite, j'ai souvent 1 heure de cours, soit le matin, soit entre midi et 2, ça dépend, parce que je fais des cours à distance, donc c'est un peu, j'adapte un peu comme je veux. Et ensuite, j'ai à 15h30 séance de bad à nouveau. Donc j'ai une deuxième séance qui dure jusqu'à 17h30, 18h. Et ensuite, j'ai un rendez-vous kiné ou alors la prépa mentale. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien chargé. Je pars de chez moi, il est 9h, 9h15 et je rentre, il est au moins 18h30, voire 19h. Donc c'est vrai que ça fait des grosses journées, mais je m'embête pas du tout, c'est pour ça que je fais ça depuis longtemps, donc voilà, c'est quand même bien. Et comment est-ce que tu arrives à gérer les cours, les voyages, dus aux compétitions, le décalage horaire, tout ça? Quand je peux rattraper un cours, je peux le faire n'importe quand, donc ça va. Les voyages, maintenant, je suis un peu habitué, ça fait partie de ma routine de travail entre guillemets parce que on a tellement fait. C'est nous qui devons gérer les réservations des billets d'avion, des hôtels. Donc c'est vrai que c'est une grosse organisation. Mais ouais, on va dire qu'on est assez rodé là-dedans. C'est même plaisant aussi, je trouve, de planifier les tournois qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, pour déjà, voilà, essayer de performer et puis même aussi découvrir le monde et l'Europe, même l'Asie, tout ça. Donc on fait beaucoup de tournois là-bas. Le décalage horaire, je dirais que de toute façon t'as pas le choix parce que parce que tu peux pas changer l'heure, donc le décalage horaire, on se repose quand on peut, mais c'est vrai qu'on sort un peu du cycle classique de je me couche à 23h, 23h15 et je me réveille à 8h. Si on arrive et qu'il est midi et qu'on va faire une sieste de 2 heures, bah on l'a fait, on va pas se priver. Donc je pense que ça nous remet aussi pour avoir de l'énergie et voilà, parce qu'on quand on arrive en fait sur le lieu de la compétition, on joue soit le lendemain ou soit 2 jours après. Donc ouais, ça va assez vite. On n'a pas le temps de faire le mort pendant un jour. Il faut vraiment s'entraîner directement en arrivant. Donc voilà. Ouais.
Il y a plein de sons différents, hein. Mais on était bien dans un gymnase de bad. Alors déjà, on entend les volants avec le cordage, donc avec les raquettes, les frappes différentes, pas mal de bruit au sol aussi avec les chaussures. Et on entend aussi ce qui fait partie des tournois et tout ça, c'est le bruit dans les tribunes, surtout quand on est en Asie. Il y a du bruit un peu tout le temps. C'est pas on va jouer un point et il faut que tout le monde se taise, c'est des encouragements en plein point. Donc c'est un mix de tout ça qui fait que on sait qu'on est au bad. En plus, à la fin de l'enregistrement, il y a l'arbitre qui parle, qui annonce le score. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est un match de bad. Et en plus, j'ai oublié, mais il y a un cri à un moment quand le joueur il se match. Donc c'est vrai que ça montre aussi l'engagement qu'on met dans un match ou dans un coup comme ça où il faut vraiment envoyer pour que ça parte vite. Donc, au final, il y a 4-5 bruits différents. L'ouïe en badminton, c'est vraiment un sens qui a du sens, Mmh. je trouve. Si tu t'entraînes ou si tu tapes un volant sans entendre tes frappes, c'est vraiment pas pareil. Alors moi, je m'échauffe rarement avec de la musique ou avec un casque, tout ça. Mais je sais que Eloi, mon partenaire, des fois, il a un casque et il va sur le terrain avec et tout. Et au début, il frappe un petit peu et au bout d'un moment, il l'enlève et il dit c'est pas du tout pareil quand tu entends pas tes frappes. Et parce que tu sens pas le volant partir, je sais pas, il y a un truc différent. Donc c'est vrai qu'au final, c'est là que tu vois que Louis, c'est quand même assez important et ça te met dans le contexte de ouais, est-ce que j'ai bien centré le volant? Parce que si tu tapes le volant ici ou ici, tu vas avoir un bruit différent et donc tu vas pas forcément le ressentir sans entendre et voilà. Donc ça rajoute un petit plus. Tu parlais justement dans la vidéo du bruit d'un des badistes. Est-ce que toi, tu es un badiste qui fait du bruit? Moi, j'ai tendance à m'encourager et tout pour me dynamiser. Donc ouais, je pense que je fais un peu de bruit. Je peux faire du bruit en tous les cas. Il y a des matchs où je suis plus calme et tout ça, mais je suis pas tout le temps bruyant, mais je peux être très bruyant aussi. Je suis un peu au mix des deux. Avec tous ces bruits-là et du public qui peut t'acclamer, mais de tes adversaires, de ton partenaire et cetera, est-ce que ça a pu être perturbant à des moments ou ça l'est peut-être encore, mais ça m'étonnerait? Quand on est bien concentré sur le match et dans l'instant, dans le point et tout ça, on va pas trop entendre les bruits qui se passent dans les tribunes. Je prends un exemple, quand il y a par exemple des proches qui sont là à m'encourager et tout ça, et ils me disent à la fin du match genre ah est-ce que j'ai trop encouragé, enfin tu m'as entendu et tout, je dis non pas du tout, enfin je suis dans ma bulle et donc je fais pas trop gaffe à ça, à part si vraiment tu te mets à côté et tu fais des bruits de singe, là je vais notifier, tu vois, mais les bruits qui sont classiques encouragement, c'est vrai que c'est dur de les percevoir quand vraiment tu es à fond dans ton match. Et les bruits de l'adversaire ou Les bruits de l'adversaire, non, pas forcément. Il va s'encourager, il y en a qui s'encouragent différemment que d'autres et donc des fois tu vas voir qu'il a un cri plus bizarre qu'un autre ou quoi, mais non, ça affecte pas et ça influence pas trop mon ressenti sur le terrain. tu viens de me parler des sons, enfin du son, de la frappe qui est important. Est-ce que tu pourrais, par exemple, me faire un top 3 des sons importants en badminton d'après toi? Quand tu smashes, ça fait un gros bruit parce que vraiment tu as essayé d'envoyer tout ce que tu peux avec ton bras, avec ton corps et tout ça. Donc ça, c'est, je dirais, le bruit numéro un du sport. Après, ce qui est assez satisfaisant, c'est alors un smash, ça va être souvent le tamis est à plat par rapport au volant. Et des fois, tu vas changer l'orientation de ton tamis et qui s'appelle slicer le volant et tu vas le frotter. Et du coup, ça fait plus un bruit genre comme ça. Alors que le smash, ça fait genre tac, enfin, je saurais pas trop comment le dire, mais il y a un bruit différent et ça, c'est quand même intéressant et satisfaisant à entendre quand ça fait vraiment et que tu vois le volant qui est coupé et qui change de trajectoire. Donc je dirais que ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, je pense que ça va être un encouragement ou une célébration quand tu gagnes un point. Les trois, c'est ces trois-là. Tes coups, même si tu les voyais pas, tu saurais ce que tu as fait en les entendant. Si on me fait entendre trois bruits différents du bad, je saurais si c'est ouais, un smash, un lob ou un slice. Ouais, je peux les différencier facilement. Comment est-ce que tu communiques avec, ton coéquipier justement pendant un match? Alors déjà, ça peut être entre les points et pendant les points, parce que des fois, il y aura un volant entre nous deux et le premier qui va parler en disant à toi, j'ai ou laisse, c'est le principal moyen de communication, c'est par la parole.
Après, c'est vrai que ce qui met de la motivation, ce qui encourage et tout, c'est des petites tapes dans le dos avec la raquette, où je sais que des fois quand je vais servir, je suis devant lui et tout, il me met une petite tape genre allez, genre vas-y, bon, je leur fais un bon service ou vas-y, on va les battre et tout ça. C'est comme ça qu'on peut communiquer sur les stratégies, sur par exemple où on va servir et où est-ce qu'on se place après le service. Ça peut être quand on sert, mais aussi quand on reçoit. Donc quand on va être en position de retour, on va dire bah, par exemple je joue là et attends-toi à ce qu'il fasse ça. Donc on va quand même beaucoup communiquer entre les points sur ce qu'on va faire. Faut pas que je m'en mette sur le nez par contre, hein, parce que ça s'en va pas très facilement. C'est de la peinture pour sigler mes raquettes, donc mettre le logo sur le cordage, comme le logo qu'il y a ici là, parce que de base les cordes vont être toutes blanches ou toutes d'une même couleur. Et pour représenter le sponsor et la marque qui nous soutient, on inscrit avec la peinture, donc on a un pochoir avec les formes de la marque et on va peindre le cordage. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec le grip. Quand on peint sur notre cordage, c'est qu'on va jouer une compétition et un match, parce qu'après quand le cordage est utilisé, la peinture va s'enlever et donc ça, ce sera surtout à l'entraînement. En compétition, du coup, le cordage sera neuf et c'est là qu'il faut sigler ses raquettes. Donc par comparaison, enfin, c'est un peu le même cas que le grip, c'est mes armes, elles vont être prêtes quand le sigle sera fait et le grip sera changé et tout neuf. Je me rends compte que j'étais partie tellement loin quand tout à l'heure je t'ai dit: «On vous apprend à cibler et cetera». Ah mais moi je croyais carrément que tu avais un pinceau. Je pensais avant que je te montre ça, c'est que c'était un pinceau. Exactement. Tu es là à t'appliquer avec ton petit pinceau et ta peinture et je me disais: «Waouh, mais». Non, non, c'est facile, hein. Pose ça sur ta raquette, hop, t'as la raquette ici. Bon, faut mettre un linge en dessous ou du plastique ou quoi, parce que une fois j'ai fait la bêtise de sigler avec rien en dessous et ça avait fait des grosses taches sur le sol et ça c'est vraiment un truc c'est vraiment dur à faire partir. Donc heureusement je suis vite allé chercher du papier, tout ça, j'ai pu enlever, mais il y avait quand même des éclaboussures qui restaient et que j'ai pas pu enlever. Donc voilà, après du coup hop, tu sigles. Mais c'est facile avec le pochoir là qui fait la forme de la marque. Est-ce que tu peux me parler de l'importance des sponsors justement en tant qu'athlète professionnel? Les sponsors, c'est quand même important pour nous parce que c'est pas un sport très professionnel. On n'est pas payé et soutenu par plein de marques différentes et on gagne pas forcément très bien notre vie tant qu'on n'est pas dans le top 20 mondial ou 30 mondial. Comparé à tous les autres sports professionnels, c'est vrai que c'est différent. Donc ouais, ça permet d'aller participer aux compétitions, à essayer pour grimper dans le classement. Ça permet pour une marque d'avoir un sportif qui représente la marque. Je pense qu'il y a quand même pas mal de valeurs qu'on fait rayonner par l'intermédiaire de notre sport. Donc je pense que ça c'est intéressant pour les marques. Je dirais le sponsor numéro un, c'est les parents pour moi. Mais ouais, les sponsors pour le matériel, pour même d'un point de vue financier, pour aller en compétition, faire des stages et tout ça, ça permet de vivre de notre passion, de notre sport et voilà, je trouve que c'est normal d'être soutenu quand on passe autant de temps pour se perfectionner et 5-6 heures par jour dans la salle, c'est un vrai travail. Donc c'est vrai qu'on mérite d'être soutenu à notre juste valeur. Aujourd'hui, tu es badiste professionnel, tu es étudiant également. Oui. Quels sont tes rêves à toi, tes objectifs? Comment est-ce que tu vois, l'évolution de ta carrière? À court terme, c'est les championnats du monde à Paris, qui sont fin août. Ce sera mes premiers championnats du monde senior, parce que j'ai fait 2 fois les championnats du monde junior. Mais bon, c'est un autre niveau. Là, c'est tous les adultes, tous les meilleurs vraiment du monde. Il y a plus de catégorie d'âge, donc voilà, c'est vraiment le gratin mondial. Et j'espère qu'on va se qualifier au monde. C'est bien parti. À moyen terme, on aimerait avec Eloi rentrer dans le top 30 mondial pour faire les plus gros tournois du monde et pour jouer contre les meilleurs pairs, parce que c'est comme ça que je pense qu'on va progresser le plus vite pour prendre de l'expérience sur les meilleurs joueurs. Et après le rêve et à plus long terme, c'est Los Angeles 2028, donc la prochaine Olympiade. Dans chaque sport, on commence à un certain âge en fonction de chaque sport et on termine à un certain âge. Mm. Comment c'est dans le badminton? Faut commencer, je dirais, très jeune, parce que l'aspect technique est quand même important dans le bad. Et si tu commences après 10-12 ans, la base technique et tout, c'est vraiment dur de rattraper le déficit de technique que tu as eu. Donc moi, ça va.
J'ai commencé à 4 ans, ça va, je suis au bon timing. Et sinon, finir sa carrière, c'est alors ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à 35 ans. Donc c'est assez long, c'est pas des carrières de gymnaste ou quoi qui s'arrêtent à la vingtaine, 22. Nous, on peut jouer, jusqu'à, ouais, plus de 30 ans, c'est sûr. Et après, en fonction de si tu as toujours l'envie, si ton corps suit et tout ça. Toi, tu te laisses le temps ou c'est vraiment quelque chose que tu aimerais, Tout dépend de comment je performe dans les prochaines années, si on continue à bien progresser, si on atteint nos objectifs qu'on veut atteindre, à savoir de rentrer sur le circuit mondial, sur les plus gros tournois. Ça, c'est un palier qui est assez important dans la carrière, parce que une fois que tu es sur le circuit principal, c'est quand même un step de passer et tu peux te confronter aux meilleurs. Il y a plus d'argent, tu vis mieux du sport, et voilà, c'est des destinations qui sont toujours très sympas et tout ça. Si dans les 2, 3, 4 ans qui suivent, voilà, j'ai pas atteint un de ces objectifs-là, on verra le projet ce qu'il en est, si je continue ou pas, mais à voir. Est-ce que justement, quand tu es en duo, par exemple, tu es un peu plus tributaire au niveau de tes choix de la personne avec qui tu es? Parce que je me dis, si vraiment tu as une bonne dynamique ensemble, que, vous entendez bien, s'il y en a un qui part, est-ce que l'autre est pas un peu impacté par ça? Ou si toi, tu as envie, par exemple, d'arrêter ta carrière, est-ce que tu vas y réfléchir à 2 fois? Alors déjà, il y a aussi la blessure. Si mon partenaire il se blesse, je joue plus le temps qu'il est blessé. Si c'est des blessures longues, ouais, ça impacte la saison, et bon, après je vais continuer à m'entraîner. C'est des périodes difficiles. Après, je pense qu'on est quand même assez grand pour prendre la décision. Si jamais vraiment on sent qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait et qu'on souhaite finir notre carrière ou arrêter le sport de haut niveau, parce que c'est quand même contraignant à des moments. Le fait d'être proche de son partenaire aussi, je pense que bah, ça rajoute un aspect où tu peux accepter son choix, et de toute façon on va être moins performant si jamais on continue. Et puis pour son bien-être et tout, si vraiment tu tiens à la personne, à ton partenaire et tout, tu peux pas lui en vouloir. Mais après ça te met dans une situation où tu vas jouer avec un autre partenaire, tu dois repartir sur un projet et tout, donc c'est difficile, mais on peut qu'accepter sa perte. Est-ce que tu penses, avec les années, que tu es plus à l'écoute aussi de ton corps? Dans le sens où tu peux toujours avoir de la motivation, l'amour de ton sport et cetera, mais est-ce que aussi tu as tendance avec les années à plus écouter ton corps, ce qu'il te dit? Oui, oui, alors moi j'ai eu une grosse blessure à la hanche, donc qui m'a arrêté pendant 1 an et demi, donc c'était assez long. Forcément avec l'expérience, tu connais un peu mieux ton corps, tu sais comment tu récupères, tu sais si c'est une bonne ou une mauvaise douleur, tu arrives à faire ouais, la différence entre vraiment un truc, on va dire grave, où tu sais que, faut t'arrêter, ou tu peux pas tirer dessus, et un truc où c'est juste une douleur, un ressenti qui est purement musculaire, de la fatigue, ou juste une petite tension, une courbature ou quoi, où là tu peux continuer à y aller dessus sans forcément pousser à 100% que dans la zone, tu vois, mais tu peux quand même travailler et t'entraîner normalement. Les terrains remplis de volants comme ça, après une grosse séance de multivolant, ça s'appelle le multivolant. C'est quand on a une pile de volants dans la main et on envoie à l'autre qui est en face. Et alors quand le terrain est couvert de volants, je trouve ça beau parce que ça montre toutes les frappes qu'on a fait pendant toute la séance. De toute façon, c'est beau un volant, je trouve, de base. C'est un objet très léger, mais qui est dur à faire parce qu'il y a alors il y a du liège là. C'est un bouchon en liège. Ensuite, ils font des trous dans le liège pour pouvoir mettre 16 plumes de doigts. Donc il les cale dans le bouchon en liège. Ensuite, il y a un fil pour accrocher toutes les plumes ensemble. Donc à 2 étages. Ils mettent de la colle pour coller tout ça et que ça reste dans le bouchon. Et ensuite, ils mettent le petit sticker en plastique là, la marque ici. Et après, il y a des tests pour voir si le volant il tourne bien, il vole bien. Donc c'est vrai que c'est un objet complexe. C'est assez complexe et ce qui me fascine, c'est que chaque sport a sa spécificité et chaque athlète connaît parfaitement son matériel. Ouais. Tu m'as bluffée parce que tu parles du poids, tu parles de vraiment avec précision de chaque chose et OK, c'est peut-être évident que chacun doit savoir son sport, mais ça reste quand même, fascinant. 1 gramme un volant.
et 85 grammes une raquette. Ça, tu apprends en cours? Genre, ton coach, il arrive et il te dit ou c'est toi qui tiens Non, tes non, non, bah, c'est écrit sur la raquette, mais de toute façon, on sait qu'une raquette, c'est entre 80 et 90. Après, il y a aussi la tension du cordage qui est vers 14,5 kg. Donc, c'est le poids qui va être mis sur la machine pour tendre la raquette. Donc, ouais, il y a quand même plein d'aspects à prendre en compte. Combien de volants tu tapes en séance de multi? Je dirais plus de 600, donc entre 600 et 800 peut-être, C'est ton à peu près. enchaînement de frappes personnel. Oui, c'est combien j'en tape, que ce soit à l'avant du cours, au fond de cours, à mi-cours, en défense, en attaque, dans le jeu à plat. Donc c'est les volants qui vont être assez tendus. Il y a plein d'endroits et plein de frappes différentes. Et combien de volants est-ce que tu passes dans un match? Je dirais en moyenne une boîte, donc c'est 12 volants. Sur les gros matchs, je pense qu'on peut faire, on peut aller jusqu'à 18 volants, presque 2 boîtes. Il y a des fois, on change les volants tous les 2 points. Des fois, ça va faire peut-être 5 points, mais il y a aussi une manière de casser un peu le rythme de l'adversaire quand tu demandes de changer le volant ou tu sais, il est sur une bonne passe, ça fait 4-5 points de suite qu'il marque, toi tu es un peu sous l'eau et du coup tu demandes à l'arbitre ou à l'adversaire de changer le volant. Bah, s'il veut pas, il demande à l'arbitre et il lui montre et l'arbitre des fois il dit non, jouez et des fois il dit non, vas-y change et du coup ça permet de casser un peu le cercle vicieux si tu le vis en match. Et après bah, c'est pareil que quand toi tu vas marquer 4 ou 5 points, si l'adversaire il te demande, tu dis bah non, c'est bon, on continue quoi. Est-ce qu'il y a d'autres équipements en badminton qui ont de l'importance? Et les cordages, il y a plein de modèles différents de cordages. Des cordages plus fins, plus épais, plus rugueux, moins rugueux. Quand ça va être plus rugueux, tu vas pouvoir mettre de l'effet dans le volant plus facilement. Quand c'est plus fin, tu as plus de toucher que quand c'est plus épais. Mais par contre, quand c'est plus fin, tu vas casser plus rapidement les cordes. C'est moins résistant. Après, je sais qu'il y en a qui ont des techniques pour corder les raquettes où ils mettent de la tension, puis après ils enlèvent la tension. Je sais pas, c'est un truc sur le cordage, mais moi je fais pas trop cette technique. On croirait pas comme ça, mais le cordage c'est quand même un objet assez poussé qui convient à tel ou tel joueur en fonction de comment on aime jouer. Sinon après bah, les chaussures, moi j'utilise 6 à 7 paires par an parce que à chaque fois je les bousille ici là à force de faire des fentes. Donc je suis droitier, donc je fais une fente côté droit et mon pied derrière il vient frotter à chaque fois que je fais une fente et ça use la chaussure toujours au même endroit. Là on peut voir que c'est bien Ouais, ici et un peu ici aussi. L'autre côté ça va comparé. Et ouais voilà, c'est des chaussures spé badminton. Donc voilà, le matos. c'est toi qui fais ton cordage et qui choisis celui que tu veux. C'est pas moi qui corde la raquette, c'est moi qui dis à mon sponsor tel cordage, enfin tel ou tel cordage, je veux jouer avec celui-là. Parce que je les essaye et après je regarde lequel je préfère. Et après je donne la raquette qui n'est pas cordée, donc où il y a pas de corde, au cordeur et ils le cordent. C'est des pros, c'est leur travail, donc voilà. Chacun son travail. Et toi, tu choisis ton cordage en fonction de quoi? Moi je privilégie la durabilité parce que à chaque fois qu'on casse un cordage en match, c'est 90-95% du temps, c'est un point perdu. Après, si on décentre ici et que ça casse la corde, après toute la raquette, elle se détend et le volant, quand on va le taper, ça va faire des fois des trajectoires directes dans le filet, on va le taper et ça va aller là, quoi. Donc on contrôle beaucoup moins nos frappes avec un cordage cassé. Et le cordage avec lequel je joue, il est plutôt résistant. Mais par contre, je perds un peu en toucher, en sensation de frappe. C'est moins fin et du coup, je peux perdre un peu de toucher, mais je pense qu'en s'entraînant et en s'habituant au cordage, bah, au final, le toucher, je l'ai par rapport au ressenti que j'ai avec ce cordage. C'est un truc, un coup à prendre. Après, c'est vraiment minime, hein. Les débutants, ils vont pas trop voir la différence. Qu'est-ce que moi je peux te souhaiter pour le futur? Je peux me souhaiter de continuer à prendre du plaisir comme je prends depuis 10 ans, même, enfin, depuis 20 ans que je fais du bad, mais 10 ans que je fais du haut niveau, parce que c'est toujours un réel plaisir de jouer. Et ouais, j'aimerais bien que ça perdure encore longtemps, tant que je puisse jouer à haut niveau et tout. Ça c'est le plus important. Ça passe par être en bonne santé physique, ne pas avoir de blessures et tout ça, pour pouvoir continuer à prendre du plaisir et s'éclater sur le terrain. C'est tout ce que je te souhaite. Ce fut un plaisir de retracer avec toi ta carrière et de faire travailler tes sens. Je vous remercie également d'avoir suivi, la vidéo et d'avoir découvert un peu plus, sur le badminton et je vous dis à très vite pour une nouvelle ou un nouvel athlète et de nouvelles histoires. À bientôt. Merci beaucoup Léo. Merci Maëlle.